Bonjour à tous, donc aujourd'hui, petit guide de capture de lune à l'usage des équipes désorganisées. L'objectif de ce webinaire est donc de vous montrer un peu comment on peut utiliser Iterop pour essayer d'améliorer la collaboration au sein d'une équipe, qu'elle soit en présentiel, en distanciel, en semi-présentiel, semi-distanciel, bref, essayer de aider justement à travailler ensemble. Alors, l'équipe qui va nous intéresser aujourd'hui est composée de plusieurs acteurs ou types d'acteurs. Le premier, c'est le responsable de service, qui va donc donner les orientations stratégiques. Le chef d'équipe, ou un chef d'équipe parmi les chefs d'équipe. Et ensuite, l'équipe technique, composée d'un certain nombre de personnes qui sont susceptibles de travailler à l'aboutissement du projet. Et enfin, la direction, qui, elle, essaye de voir comment avance le projet, qui a une vue relativement macroscopique et qui va chercher justement à essayer de, parfois, malheureusement, un peu contraindre les équipes opérationnelles et surtout le responsable de service avec certaines contraintes, qu'elles soient financières, de temps ou autres. Et donc, ces équipes-là ont aujourd'hui un projet, un objectif, une mission, qui est de capturer la Lune. Alors peut-être que cette histoire rappelle quelque chose à certains d'entre vous. Bien entendu, cela n'a rien à voir avec ce que vous aviez pu entendre jusqu'à présent dans d'autres formats. Allez, pour pouvoir capturer la Lune, a priori, il y a 3 missions principales qu'il va falloir être en mesure de réaliser. Le premier, c'est d'atteindre la Lune. La deuxième, ça va être de réduire la Lune. Et la troisième, ça va être de stocker la Lune, potentiellement dans le jardin pour faire en sorte qu'elle éclaire correctement nos petites plantes, même la nuit. Et donc, au travers de ces 3 missions, les opérationnels vont pouvoir travailler dessus, bien entendu, mais les différents acteurs vont avoir des besoins différents. Si on reprend les membres de notre équipe, on se retrouve avec le responsable de service qui, lui, doit pouvoir lancer des missions, nommer un chef d'équipe et suivre l'avancement des missions qu'il a potentiellement lancées jusqu'à présent. Le professeur, lui, qui est donc le chef d'équipe, lui va devoir constituer son équipe, affecter les différentes missions aux différentes personnes, actualiser la mission et intervenir potentiellement sur différentes tâches, afin justement de pouvoir remplacer potentiellement quelqu'un si jamais cette personne n'a pas réalisé sa tâche, et suivre les tâches en cours pour pouvoir voir l'état d'avancement des différentes tâches que constitue la mission. La direction, elle, souhaite suivre l'avancement de ses missions, analyser les avancements d'une manière générale sur toutes les missions qui ont été lancées, au travers d'indicateurs de performance, par exemple. Et enfin, les opérationnels sur le terrain doivent pouvoir réaliser des tâches qui leur sont affectées et suivre les tâches en cours pour pouvoir voir, comme sur un tableau finalement en physique, voir exactement où est-ce qu'ils en sont et quelles sont les tâches qui leur restent dans leur escarcelle. Et c'en est tout pour la démo. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la pratique. Alors, là, je suis connecté à Iterop directement sur l'interface Play que certains parmi vous connaissent. Et donc, je me positionne dans le rôle de la direction. Alors, vous ne serez pas surpris au sein de la présentation, je vais avoir à changer de rôle pour pouvoir vous expliquer, vous montrer les différents écrans que verront ces différentes personnes dans l'équipe. Alors le premier, c'est finalement le responsable de service qui va vouloir lancer une mission. Donc là, on m'a identifié automatiquement. Et là, je me retrouve, lorsque je lance la mission, sur un formulaire avec différents champs à remplir. Donc par exemple, je dois choisir un chef d'équipe parmi toutes les personnes que constituent les membres de mon service. Et donc, a priori, je ne vais pas l'affecter, le chef d'équipe ne va pas être Kevin, ni Steve, ni Stuart. A priori, on va prendre le professeur. L'objectif de la mission, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était de capturer la Lune. Et on va potentiellement mettre une description à l'intérieur pour dire il faut la capturer avant le 15 juin, par exemple. Et donc, l'objectif ici, c'est de pouvoir décrire avec potentiellement du grade, la couleur, etc. Bref, de rentrer un peu plus dans le détail de la mission. Et y ajouter potentiellement quelques pièces jointes. Donc, par exemple, je pense, moi, en tant que chef de service, qu'on va sûrement avoir besoin d'un vaisseau, a priori, et qu'on aura peut-être besoin également d'un piston réducteur, parce qu'il va falloir sûrement réduire la Lune. Genre, je n'ai pas forcément en tête tout ce qu'il va falloir faire, mais j'ai quelques idées. Je peux vérifier mes pièces jointes. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien a priori un vaisseau dont je vais avoir besoin. Ok, très bien.
Et la date de fin souhaitée, je l'ai donnée, c'est le 15 juin a priori. Et je démarre mon processus. Et quand je démarre mon processus, donc vous voyez, hein, la direction a différentes tâches qui lui sont affectées pour l'instant, mais pour l'instant, n'a pas de la tâche suivante ne lui est pas arrivée, c'est pas à lui de la réaliser. Alors, qui doit réaliser la tâche suivante? C'est le professeur. Alors, le professeur, si on actualise son onglet tâches, dans lequel il a l'ensemble des tâches qu'il est susceptible de réaliser, eh bien, on voit que la tâche de planification de la mission lui est arrivée, et c'est pour la mission capturer la Lune, depuis 18 secondes. Donc, là, le professeur retrouve l'ensemble des informations concernant la mission qui lui ont été fournies par le chef de service. Okay, il peut voir directement les pièces jointes. Oui, d'accord, ok, je comprends un peu. Bon, a priori, il va falloir que je lance cette mission et que je définisse un certain nombre de tâches pour cette mission. Donc, hop là, alors attendez, ce que je vous propose, c'est de dézoomer un petit peu pour qu'on puisse un peu mieux voir ici. Voilà. Donc, le nom de l'action, a priori, il va falloir construire un vaisseau pour pouvoir aller sur la Lune, ou proche de la Lune en tout cas. Et donc ça, moi je sais que dans mon équipe, c'est Steve par exemple, non c'est peut-être pas Steve, on va dire Stuart, qui est affecté justement à ça. La description, il nous faut un vaisseau de 4 personnes, par exemple. Et le type de service, c'est a priori Stuart qui va être dans le service locomotion. Le type de demande, c'est une demande de locomotion. Et je vais pouvoir ajouter comme cela différentes missions. Donc si je reprends ce qu'on disait tout à l'heure, il va falloir pouvoir réduire la Lune. Donc, a priori, besoin d'un piston réducteur, point d'interrogation. Je ne sais pas, je pense que oui. Et puis, il va falloir pouvoir stocker la Lune. Et donc, ces tâches-là, je vais les affecter à Kevin et à Steve. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi faire remonter directement des images, comme vous le voyez, que j'ai préenregistrées pour pouvoir bien identifier qui doit réaliser quoi, ou alors faire remonter des fiches techniques ou différents éléments qui vont me permettre finalement, quand je vais choisir que ce soit un acteur ou que ce soit un élément dans une liste, de me faire remonter de la documentation, des procédures, etc. pour pouvoir m'y retrouver. Donc, a priori, le piston réducteur, c'est plus du gadget. Le fait de stocker la Lune, ça va sûrement être du BTP parce qu'il va falloir construire un pied de stockage dans le jardin, par exemple. Et je clique sur « Lancer les missions ». Et donc là, moi, professeur, je vois que la tâche est en train de se réaliser. Et donc, je vais pouvoir maintenant attendre que toutes les missions soient réalisées. Ce qui va être intéressant, c'est potentiellement d'aller déjà dans le suivi. Alors, pour ceux qui connaissent déjà un peu Iterop, et ceux qui ne connaissent pas forcément Iterop, pardon, l'idée, ça va être de pouvoir voir, de pouvoir voir les différentes actions que j'ai lancées, à savoir la construction d'un vaisseau, un vaisseau de 4 personnes, besoin d'un piston réducteur et construire un pied de stockage dans le jardin. Donc ça, ce sont les missions que j'ai lancées. Et je vois que ces missions sont en cours. Je peux actualiser, oui, toutes les missions sont en cours. Je n'ai pas de compte rendu de réalisation, je n'ai pas de pièces jointes. Je suis en attente. Ok, très bien. Et si je retourne dans mes tâches, je vois que j'ai aussi ici, on a créé une tâche de visualisation de l'avancement. Alors cette tâche-là, elle est un peu particulière. Elle va compléter le suivi dans le sens où on va retrouver un certain nombre d'informations, mais surtout, et vous allez le voir juste après, on va pouvoir retrouver un avancement concaténé également ici et potentiellement relancer des équipes. On y viendra tout à l'heure. Ce qui va être intéressant également, c'est depuis une tâche qu'on va appeler la tâche de fond, donc là j'ai cliqué en haut, on va pouvoir actualiser la mission. Actualiser la mission, ça veut dire en temps réel, modifier l'une des informations qui sont ici si je veux rajouter des éléments à mon processus. Donc, je vais pouvoir, par exemple, si finalement, ce n'est pas capturer la Lune, mais c'est capturer la Lune et puis mettre des indications, si c'est rajouter une pièce jointe ou modifier la date de fin, eh bien, je vais pouvoir finalement gérer un peu ma mission comme cela. Et ça va venir modifier directement dans la mission ces informations. Alors, maintenant, je vais me positionner dans le rôle de Stuart. Stuart, lui, il a reçu dans ses tâches, il y a une minute, eh bien, la tâche de construction d'un vaisseau. Et sa tâche, c'est de capturer la Lune. Ok, très bien. Donc, Stuart doit capturer la Lune, il voit un certain nombre d'informations. Ok, capturer la Lune, il faut la capturer avant le 15/06/2021, très bien. Donc ça, c'est le global. Et ce que nous attendons de lui, donc là, on a pu mettre des éléments fixes à cet endroit-là pour pouvoir justement customiser, personnaliser complètement les informations à afficher. Et donc, voir construire un vaisseau et un vaisseau de 4 personnes. Ok, donc le compte-rendu de la réalisation, le vaisseau est construit, par exemple. Vaisseau OK. Pour 5 personnes
pour 5 personnes et pas plus cher. Très bien. Donc, a priori, on en a pour notre argent. Super. Et donc, hop là, je vais pouvoir mettre la photo du mon vaisseau qui correspond, il se trouve qu'elle correspond en plus à celle-ci. Okay. Et je vais pouvoir dire que ma tâche est terminée. Et moi, Stuart, je n'ai pas d'autres tâches à réaliser pour l'instant. Alors, ce qui va être intéressant, c'est potentiellement de revenir justement au chef de service. Le chef de service, dans la direction, va pouvoir voir, lui, en temps réel également, où est-ce qu'on en est. Donc, s'il va voir dans le suivi des missions, ce qui va être intéressant, c'est que aujourd'hui, dans la mission de capture de lune, eh bien, aujourd'hui, il y en a 2 qui ont été réalisées sur 3 missions qui ont été lancées. 2 missions réalisées, ok, s'il veut aller voir un peu plus dans le détail, il peut aller voir ici que, bien, en effet, pour la capture de lune, Stuart a construit un vaisseau de 4 personnes, vaisseau OK pour 5 personnes et pour pas plus cher, et a priori, le pistoréducteur, ils ont un peu galéré, et ils ont mis un document concernant le pistoréducteur. Donc ça, c'est Kevin qui, dans l'intervalle de temps, l'a réalisé. Et si je me repositionne, alors là, je suis la direction, mais je pourrais aller aussi voir en tant que le professeur, si j'actualise mes tâches, que je vais dans la visualisation de l'avancement, eh bien, je retrouve aussi ces informations ici, que je retrouvais dans le suivi, mais que je peux aussi afficher dans une tâche si ça paraît pertinent. Et là, en particulier, ça me paraît pertinent. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que le dernier acteur, donc Steve, n'a toujours pas réalisé sa tâche, et donc je peux potentiellement relancer une partie des équipes. Alors, relancer des équipes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire retrouver qui doit faire quoi, comme je le vois ici, et je me rends compte en fait que, a priori, Kevin et Stuart ont bien fait leur mission, mais par contre, Steve ne l'a pas réalisé. Donc, a priori, j'ai la réduction de la Lune, j'ai la construction d'un vaisseau, je sais quand est-ce que mes tâches ont été réalisées, mais par contre, je ne sais toujours pas où en est la construction d'un pied pour la Lune. Et donc là, ici, je vais pouvoir sélectionner directement mes acteurs que je vais vouloir relancer. Alors là, à des fins de démonstration, parce que c'est Marilou qui va pouvoir réaliser, c'est Marilou qui se cache finalement derrière Steve, donc je vais relancer Steve et je vais aussi faire comme si je relançais Stuart. Là, je l'ai laissé. Ah, une erreur est survenue, excellent. Ah oui, parce que Marilou a déjà réalisé sa tâche. J'ai été trop efficace. Marilou a été trop efficace. Donc normalement, si on finalise cette tâche, on reçoit un mail pour justement pouvoir relancer nos collaborateurs. Marilou, entre-temps, a réalisé la tâche de stockage de lune, donc elle a construit un pied pour le jardin, et on se rend compte qu'on ne peut pas finaliser cette tâche. En effet, cette tâche n'est plus disponible. Donc ça permet de sécuriser justement le fait que les tâches soient bien réalisées dans le bon ordre et qu'on ne puisse pas réaliser une tâche alors même qu'elle ne serait plus disponible. Et donc moi, par contre, professeur, je viens de voir que Marilou a réalisé cette tâche. Alors là, bien entendu, au niveau date de fin, date de début, on est tous sur le 3 juin, pardon, mais on peut tout à fait venir compléter cela avec, pourquoi pas, une heure. Et justement, l'autre avantage qu'on va avoir, ça va être de pouvoir lancer potentiellement d'autres tâches. Lancer d'autres tâches, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le professeur va pouvoir, s'il le souhaite, dans sa planification de mission, rajouter d'autres tâches. Donc, par exemple, on a parlé de la construction d'un vaisseau, on a parlé de la construction d'un pistoréducteur et d'un lieu de stockage pour la Lune, mais j'ai peut-être besoin également, je ne sais pas, créer un produit d'entretien pour la Lune. Ah, il faut qu'elle brille un petit peu quand même, ce serait intéressant. Hop là, donc je vais redemander à Stuart, attention, c'est fragile. Je lui mets des indications et de type gadget. Donc là, je relance d'autres missions. Et ce qui va être intéressant, donc il est en train de me relancer d'autres missions, c'est d'aller voir dans le suivi et d'aller se rendre compte dans le suivi ici que la tâche est bien apparue. Alors, a priori, j'ai mal configuré quelque chose qui fait que le responsable de mission n'a pas tous les droits, mais par contre, le directeur, lui, va pouvoir, depuis le suivi, en tant que suivi de mission, va pouvoir voir que ce ne sont plus 3 tâches qui avaient été lancées, mais bien 4, et que le nombre de missions réalisées est bien égal à 3. Donc c'est ça qui va être intéressant, et quand on parlait de collaboration tout à l'heure, vous avez vu là dans la ventilation des tâches qu'on va pouvoir justement faire en sorte que les bonnes tâches arrivent aux bonnes personnes au bon moment, et surtout qu'on va pouvoir définir qui doit réaliser quelle tâche à quel moment, et donc c'est là en ce sens qu'on parle de collaboration, d'autant plus que certaines personnes considèrent que
Parce qu'on passe par un processus, on est sur quelque chose de rigide. Or là, vous le voyez très clairement qu'on n'est pas du tout sur quelque chose de rigide, dans le sens où je peux, à la volée, définir qui va réaliser quelle tâche, d'une part, et je peux venir modifier, comme je le faisais tout à l'heure depuis les tâches de fond, certaines informations un peu clés de ma mission qui vont pouvoir venir s'actualiser dans le processus et que je vais retrouver également depuis mes tableaux de suivi. Donc là, par exemple, le responsable de la mission, qui serait le professeur, peut voir également le nom de la tâche courante. Donc par exemple, sur le fait de faire un tour sur le soleil, je me rends compte, alors attendez, là je les ai triés comme ça, mais si date de début souhaitée, date de fin souhaitée, donc si j'essaye de retrouver ma mission, alors capturer la lune, hop, donc là vous voyez le tableau suivi, ok, capturer la lune, très bien, donc on est sur celui-là, et a priori, je peux encore actualiser la mission, j'en ai 3 qui sont réalisés sur 4, et aujourd'hui, j'ai tous ces éléments qui concernent cette mission. Donc je peux regarder en temps réel avec différents niveaux de granularité, avec différentes approches finalement, suivant qui je suis, où en est mon processus. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je vais réaliser en tant que Stuart le produit d'entretien. Ok, c'est fait. Et je vais rajouter une pièce jointe. Bon, je ne vais pas rajouter de pièce jointe, je n'ai pas de pièce jointe de produit d'entretien. Et je termine ma tâche. Et lorsque je termine ma tâche, si je retourne dans le rôle du professeur, dans mes tâches, je vais voir à la réception que, ok, toutes ces tâches ont été réalisées. Et donc, je vais pouvoir potentiellement en lancer d'autres. Je pense qu'on a compris l'idée. L'idée étant de pouvoir maintenant terminer la mission et potentiellement réaliser d'autres tâches. Donc, par exemple, si je visualise l'avancement de faire du manège sur les anneaux de Jupiter, j'avais une tâche de construction de chevaux qui a été faite le 25 mai, et donc le mignon 1 a mis qu'ils étaient vivants, mais que c'était OK, par exemple. Et donc, je vais pouvoir, comme ça, gérer toutes les missions que moi, chef de service, je dois gérer, comme faire un barbecue proche du soleil, etc., où là, je vais pouvoir planifier les différents éléments de ma mission, et donc distribuer toutes ces tâches à mes différents collaborateurs. Alors, tout ça est bien joli, mais jusqu'à présent, on n'a pas parlé du tout de la direction. La direction qui va peut-être vouloir regarder un peu où est-ce qu'on en est, comment ça marche et qu'est-ce qu'il en est. Et donc si la direction regarde un peu le suivi des missions, ce qui va être intéressant, c'est de lui afficher un tableau de bord dans lequel on va pouvoir designer depuis zéro tous les indicateurs de performance que vous souhaitez. Donc par exemple, se placer sur une période, sur je ne sais pas, par exemple la semaine dernière, voilà, donc en ayant juste les indicateurs, les processus qui ont été lancés la semaine dernière, et de se rendre compte du nombre d'exécutions, ok, du type d'actions qui sont en cours. Donc là, par exemple, j'en avais une en locomotion, 3 tâches en gadget et 2 tâches en BTP. Ok, donc ça me permet d'évaluer la charge de mes équipes, ça me permet de l'évaluer dans le temps. C'est-à-dire que si je me repositionne comme ça avec plusieurs jours d'affichage, je vais pouvoir justement me rendre compte quelles sont les équipes qui sont occupées, quand est-ce qu'elles le sont, quelle est leur charge de travail. Le taux de relance des collaborateurs, tout à l'heure je vous ai montré la fameuse tâche que Marie-Lou m'a empêché de finir de réaliser parce qu'elle a réalisé la tâche trop vite, justement, dans quel pourcentage de cas dois-je relancer mes collaborateurs? Là j'ai mis un chiffre, mais on peut aussi envisager ce chiffre dans la longueur, et le temps total d'exécution des tâches, qui là pour le coup est en minutes, d'où les nombres que vous voyez. Ce temps total d'exécution des tâches qui va me permettre de voir quelles sont les équipes qui avancent bien, quelles sont les équipes qui ont potentiellement des problèmes. Alors si on commence à parler justement de tableau de bord, du fait de pouvoir repérer des problèmes, on va aussi vouloir potentiellement exporter ces données. Alors là, j'en ai pas énormément, mais on peut vouloir exporter ces données forcément en mode tableau pour pouvoir justement les traiter potentiellement sur notre tableur préféré. Et dans l'identification de problèmes, on a aussi l'analyse. Alors, l'objectif d'Iterop, c'est certes de pouvoir ventiler des tâches à différentes personnes, de pouvoir soutenir la collaboration, permettre un suivi en temps réel des différentes missions. Hein. Vous l'avez vu tout à l'heure avec le nombre de tâches qui se réalisaient et dont je pouvais assurer le suivi en temps réel. Mais ce qui va être intéressant également, c'est la capacité qu'on va avoir à analyser ces différentes tâches. Et donc, par exemple, si je regarde dans les actions à réaliser, on va faire le suivi d'une mission, par exemple, de lancer la recherche et de voir différents indicateurs de performance, là encore, qui ne sont pas à configurer parce qu'ils se génèrent automatiquement à partir du moment où on fait un process. Et donc, de voir, par exemple, le temps moyen d'exécution, ok, donc 2 jours et 23 heures, le temps maximum d'exécution, on est sur 9 jours, mais également des diagrammes
tel que celui-là, où je retrouve mon process, donc en BPMN, Business Process Management Notation, qui est le langage qu'on utilise sur Interop, qui est un langage normé internationalement et qui n'est pas propriétaire, hein, qui est complètement libre. Et donc, ce langage qui va nous permettre justement de dessiner ce process, donc là, je le retrouve. Je vois le passage moyen, donc je me rends compte qu'en fait, le relance de mes équipes, je ne la fais que dans 18% des cas. OK. Et si je viens ici sur le passage total, alors 18% des cas, pour ceux qui se demandent s'il y a marqué 50% de l'autre côté, c'est parce qu'on a fait des tests et que les indicateurs de performance s'actualisent chaque nuit. Donc il y a une petite divergence au niveau des chiffres parce que les indicateurs de performance du tableau de bord ont un petit peu de retard sur les tests qu'on a fait aujourd'hui, alors que là, ce sont les vraies valeurs. Donc c'est pour ça que vous avez un 18% ici, un 50% de l'autre côté. Et on peut voir aussi au niveau du temps à attendre, eh bien que la visualisation de l'avancement, bon, bah forcément c'est une tâche d'attente, donc là je suis sur un jour, mais a priori mon processus se passe bien. Et le nombre de passages total, bah, par exemple, là je vois que j'ai lancé 25 actions directement sur ce processus. Là c'est le suivi de mission. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est le lancement d'une mission. Tac, si je vais dans le diagramme, pour pouvoir voir justement le temps. Quelles sont les tâches qui sont les plus chronophages? Donc, a priori, je vois que la réception, je réceptionne très très vite mes missions, mais que par contre, en moyenne, la tâche de planification d'une mission, eh bien, elle attend en moyenne 16 heures, et à peu près 16 heures, avant d'être réalisée. Et donc, cet onglet analyse, avec cette visualisation colorée et avec des chiffres, nous permet d'objectiver le fonctionnement de notre processus et donc d'améliorer la collaboration dans le sens où je vais pouvoir identifier où sont les goulots, où sont les problématiques, et donc ne pas analyser juste froidement mes indicateurs de performance issus du tableau de bord, mais de pouvoir identifier plus précisément d'où viennent potentiellement les erreurs et où les problèmes de mes équipes. Dernier point qui me semble intéressant à voir, c'est au niveau du suivi, de pouvoir aller voir directement depuis le process, eh bien, tout ce qui s'est passé et de retrouver dans le détail les différentes informations qui ont été rentrées directement sur le processus. Donc là, le plan d'action, je vais le retrouver. Je vais retrouver, alors la réception n'est pas encore à réaliser, donc je vais prendre un processus plutôt qui est terminé. Donc par exemple, la capture de lune, boum. Et donc là, je vois au niveau de la réception, de la planification de la mission, créer un produit d'entretien. Et donc, je vais pouvoir retrouver qui a réalisé quoi. Donc là, c'est le professeur, le 3 juin à 14h16, entre 14h16 et 14h17, a réalisé cette tâche. Cette tâche a été opérationnelle pendant 43 secondes. Et donc, je vais pouvoir avoir tout l'historique si je veux pouvoir justement améliorer la collaboration dans mes équipes et identifier quels sont les problèmes de façon extrêmement précise. Donc là, je suis parti des indicateurs de performance, je suis passé à l'analyse pour pouvoir rentrer un peu plus dans le détail, et si je veux, je peux aller voir dans le suivi directement quels sont les problèmes processus par processus pour mener une analyse les plus fines possible depuis l'onglet de suivi. Voilà globalement comment on peut améliorer la collaboration sur Interop. Le webinaire, ça fait à peu près une demi-heure que je vous parle de tout ça. Donc maintenant, on serait curieux avec Marie-Lou d'avoir vos retours sur cette utilisation un peu plus souple que ce que l'on peut avoir spontanément en tête d'un process. Et si jamais vous avez des questions, qu'elles soient au niveau métier ou au niveau technique, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Oui. Et notamment, je vois qu'il y a aussi pas mal de nos clients dans la liste des participants. Merci encore à eux d'être fidèles à nos webinaires. Dites-nous aussi potentiellement si vous avez découvert une utilisation que vous n'aviez pas potentiellement ou qui va peut-être faire germer des idées pour vos prochains projets. En particulier au niveau de tout ce qui va être visualisation de l'avancement dans une tâche ou alors le dispatch, comme j'ai pu le montrer tout à l'heure, le dispatch de tâches directement depuis ce type de variable avec le fait que des éléments visuels puissent remonter comme ça. Alors là, c'est une image, bien entendu, mais on peut faire remonter une procédure, on peut faire remonter pas mal de choses, un lien pour renvoyer vers un dossier sur lequel on va pouvoir trouver de la documentation et pouvoir justement dispatcher ces différentes tâches. Alors, on a une première question, Quentin. Oui. Peut-on avoir des droits d'accès par équipe? Avec, je pense, un exemple. Un chef d'équipe ne doit pas voir les missions d'un autre chef d'équipe. Oui. Point d'interrogation. Alors, c'est la fin de la question? Oui. Ouais. Alors, pour le coup, moi, je me suis fait avoir aujourd'hui en configurant le processus. Ben là, vous le voyez, je n'ai pas de droit de supervision sur le filtre sélectionné. Donc là, en fait, ce qui s'est passé,
Alors c'est marrant parce que comme ça va répondre à l'une de vos questions. C'est tout à fait possible. Et suivant le chef d'équipe que à qui je vais affecter le suivi des différentes missions, eh bien, je vais pouvoir définir des droits de supervision qui lui sont propres. Et donc faire en sorte que tel chef d'équipe voit les processus qui ont été lancés, qui lui ont été affectés, mais ne voit pas forcément les autres. Et donc là, si j'avais fait ça, typiquement, je verrais mes missions, mais je ne verrais pas les missions d'un autre chef d'équipe qu'il faudrait définir. Donc oui, ça c'est tout à fait possible. Le fait d'avoir justement une visualisation, c'est un peu sur les 2 dimensions de ce tableau, si vous voulez. Enfin, c'est même sur les 3 dimensions. Ça va être sur la dimension, sur la largeur finalement. La largeur, c'est-à-dire la quantité de données auxquelles je vais pouvoir avoir accès. Ça va être sur la 2e dimension qui va être la hauteur. Donc là, ça va être les différentes tâches ou les différents processus que je vais pouvoir ou pas voir. Et enfin, sur la 3e dimension qui va être le niveau de détail à l'intérieur même du suivi, où je vais pouvoir aussi justement soit avoir accès à ces détails, soit ne pas y avoir accès. Et donc, on va pouvoir jouer sur ces 3 dimensions, variable par variable et processus par processus. Enfin, instance de processus par instance de processus, sans aucun problème. Typiquement, si je reprends toujours cet exemple, mais pour moi, c'est un exemple assez parlant. Quand je fais une note de frais sur Interop ou que je demande mes congés, mes collègues n'ont pas à voir ma demande de congé ou n'ont pas à voir mes notes de frais. Par contre, la direction et notre service administratif doivent pouvoir voir celle de tout le monde. Donc on arrive à faire cette différenciation sans aucun souci. Ah, alors, plutôt technique comme question. Plutôt technique, allons-y. Alors, comment se modélise l'ajout d'une tâche? Je pense que c'est en référence au professeur qui ajoute des tâches à la volée. Alors, si vous voulez, on peut aller voir un petit peu plus dans le détail le process. Alors, là, je suis sur le processus. Alors, en fait, ce qu'on ne voyait pas dans ce que je vous ai présenté, c'est qu'il y a 3 processus qui s'appellent. Le premier, c'est justement le processus qui va permettre de lancer une mission. On va retrouver la tâche de planification de la mission qui est ici, qui est affectée au professeur. Et ensuite, on va lancer un sous-processus qui va dispatcher les différentes actions. Donc, si je vais voir ce sous-processus qui dispatche les différentes actions, donc là, je me positionne directement sur Design. Pour ceux qui ne connaissent pas Interop, vous avez Interop Play d'un côté, Interop Design de l'autre. Donc là, je rentre dans la salle des machines. Donc le lancement de la mission, là, je le retrouve ici. Et là, je vais retrouver le suivi de la mission. Et le suivi de la mission, c'est ni plus ni moins que le début, ça va être ce qu'on appelle, nous, un dépile. C'est-à-dire qu'on va venir récupérer chaque ligne du tableau de planification de mission. Donc, construire un vaisseau, réduire la Lune et construire le lieu de stockage. Et donc, pour chacune de ces lignes, on va venir lancer un sous-processus qui va être, lui, extrêmement simple. Hop là, action à réaliser, qui lui est extrêmement simple et qui, lui, s'appelle tout simplement, n'a que 3 tâches finalement, 2 de script pour pouvoir définir la date de début, la date de fin et les enregistrer, et une tâche, alors, qui porte un nom un peu technique, mais ce nom un peu technique, qui est finalement le nom d'une variable, nous sert justement à faire en sorte que quand vous allez sur Interop Play, vous puissiez avoir directement, alors si je reprends un mignon, alors attendez, il n'y en a pas, glisser sur la neige, je vais juste créer un nom de tâche qui va être par exemple construire une luge, et je vais me l'affecter pour qu'elle puisse arriver directement chez Stuart. Hop là. Là, je lance la mission. Donc là, le dépile va tourner. Et ici, vous allez voir le nom de la tâche qui va s'appeler construire une luge. Alors ça, j'ai pas passé de temps à vous l'expliquer, mais au final, ça va être aussi intéressant. C'est-à-dire que vous allez avoir la capacité, depuis Interop, en mettant un nom technique dans le nom d'une tâche, qui est le nom de la variable, ni plus ni moins, donc le start action à réaliser, vous allez pouvoir faire en sorte que les tâches portent un nom différent suivant le nom d'une variable. Et là, en l'occurrence, c'était le nom de l'action à réaliser. Et donc ça, c'est une fonctionnalité que tous nos clients d'ailleurs ne connaissent pas forcément, mais qui va vous permettre justement d'apporter encore plus de souplesse dans l'utilisation d'Interop et d'être encore plus précis dans justement le suivi et la relation avec vos collaborateurs. Et donc c'est grâce à ce dépile d'une part qui va permettre de lancer autant de missions que ce qu'il y a de lignes dans le tableau. Et ensuite, une fois que le dépile est passé, je vais pouvoir avoir la tâche de visualisation de l'avancement. Et une fois que toutes les tâches sont passées, pouf, je sors ici.
ce processus de suivi de mission est terminé, et là, je retourne finalement dans mon processus maître, le tout premier que j'ai lancé, et dans mon processus maître, au niveau de la réception, je peux relancer finalement tout cet enchaînement de tâches et d'appels de sous-processus successifs pour pouvoir justement ajouter des lignes au tableau initial. La seule petite complexité, et là je parle pour ceux qui sont un peu, ceux parmi vous qui sont un peu techniques, la seule petite complexité, c'est de réussir à récupérer l'ancien tableau et de lui ajouter des lignes et pas de créer un nouveau tableau. Voilà. C'est le seul petit point un peu technique à ce stade-là. J'espère avoir répondu à votre question. Ouais. Alors, petit rebond justement sur la gestion des lancements de missions comme ça manuels. Est-ce que c'est possible de l'automatiser à la survenance d'événements, réception d'un mail, action dans une application, etc. Le déclenchement de quoi? Des tâches? D'ajout de tâches, ouais. Ça dépend quel est le déclencheur, mais oui, ça doit être possible. En gros, sur Interop, on peut faire des connexions. Alors, si on essaie de les reprendre dans l'ordre, soit on va pouvoir faire un déclenchement par API. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire avancer une tâche par API, et donc là, il n'y aura aucun problème. Plutôt que la tâche soit réalisée par un humain, on peut, si on envoie des informations qui ont la bonne structure directement dans une tâche, faire avancer une tâche par appel API depuis un autre système d'information. Donc ça, il n'y aura pas de souci. Après, pour ce qui est de la réception d'un mail, en général, on passe quand même par un humain, à moins que ce mail ne soit structuré. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déclencher un processus par réception de mail, ça, il n'y a aucun problème. Et si ce mail est structuré et qu'on arrive à récupérer la variable, oui, il doit y avoir moyen sans passer par une tâche humaine. Mais ça fait partie des choses qui sont possibles de toute façon, de connecter Interop à une boîte mail et de venir justement déclencher des process automatiquement. Et après, par des appels de sous-processus, éventuellement des automatismes, on peut venir créer des tâches ou faire avancer des tâches. Mais là, on atteint un niveau de complexité qui est un peu... Voilà, on est sur quelque chose d'un peu ardu, mais qui est possible. En tout cas, le déclenchement par API, aujourd'hui, si on voulait l'automatiser, me paraîtrait le plus simple. Alors, je pense qu'on a encore une question technique. Il n'y a pas de souci. Alors, j'affiche d'abord les remerciements à ta question. Donc, merci Quentin. On peut donc avoir une approche case management avec une solution VPN. Ah, complètement. Alors ça, pour le coup, si certains ont des questions sur le sujet, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. On a plein d'exemples dans notre escarcelle avec Marie-Lou et certains, sûrement, de nos clients qui sont là aujourd'hui ont des processus justement de case management. Parmi des processus de case management assez classiques, la gestion des réclamations, qui est un grand classique, où on va justement faire avancer cette réclamation et essayer justement de la faire évoluer avec différents interlocuteurs qui vont pouvoir apporter des compléments. Donc oui, ça, du case management avec une solution BPM, aucun problème. Merci Quentin. Encore une question sur les secrets de ton processus. Comment fait-on pour afficher dans une colonne un calcul, notamment l'exemple du nombre d'actions réalisées de chaque mission? Oh. Alors ça, c'est une très très bonne question, non pas que les précédentes n'étaient pas bonnes, on s'entend. C'est une très bonne question dans le sens où c'est une nouvelle fonctionnalité d'Iterop. Donc si on reprend justement ces petits chiffres que vous voyez ici, nombre de missions réalisées et nombre de missions lancées, la difficulté de ces indicateurs, de ces variables-là, si on va sur le process, c'est que on est sur le process par an. Donc c'est-à-dire qu'on est tout en haut, on est vraiment sur le process initial. Et donc, la problématique qui se pose, c'est que les autres, ce sont les sous-processus. Donc, excusez-moi. Dans ce processus, on a la variable nombre de tâches, nombre de missions réalisées et nombre de missions lancées, parce que donc, elle s'affiche bien dans ce tableau-là. Mais il faut qu'on puisse venir incrémenter, en tout cas, le nombre de missions réalisées depuis les sous-processus. Et bien ça se fait avec un script, avec une nouvelle méthode que nos développeurs ont mis en production très récemment, qui va vous permettre justement, depuis un sous-processus, depuis un autre processus, de venir modifier la valeur d'une variable dans un processus par an. Et donc là, c'est ni plus ni moins que dans le processus de suivi de mission, où lorsque une action est réalisée, dans la tâche de script qui est ici, je vais faire appel à cette fonction et faire en sorte que je vienne incrémenter le nombre de missions réalisées depuis, dans le processus par an.
Donc ça, c'est une nouvelle méthode qui existe. Alors, je pense que je dois pouvoir la retrouver. Tac, tac. Alors, ah tiens, je ne l'aurais pas mis là. Alors à ce moment-là, elle doit être dans le sous-processus encore en dessous. Pardon, j'aurais pas dû l'ouvrir. J'aurais pas dû... Tac, tac, tac. Non, elle doit être dans le sous-processus qui est encore en dessous, qui me permet justement de... hop, gros. Action à réaliser. Je l'aurais mise ici. Je l'ai mise là. Tiens, où est-ce que je l'ai mise? Donc elle doit se balader dans un script. Elle se balade dans un script. Dans ce sous-process... Après, si ça vous intéresse, on pourra la mettre à dispo. Oui, on pourra mettre à dispo, oui. Oui, complètement. Ah, bah si, c'est moi qui dis n'importe quoi, c'est là. Nombre de missions réalisées, c'est bien ce que je disais. Nombre de missions réalisées, donc là, le nombre de missions réalisées plus 1. Et là, le runtime.set variable, je cherchais du bleu que je ne trouvais pas. Donc c'est vraiment cette fonction-là qui va vous permettre de venir actualiser la valeur d'une variable dans un processus parent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y en a une, notamment sur cet aspect collaboratif. Comment affecter une tâche à plusieurs collaborateurs avec le même rôle ou avec un rôle différent, typiquement en exemple sur de la rédaction collaborative? Alors, le plus simple, c'est d'utiliser tout simplement alors, si j'ouvre une tâche humaine dans un formulaire, d'utiliser une variable multi-user. Vous avez des variables multi-utilisateurs ici. Donc, si par exemple, je sélectionne un premier mignon, je peux sélectionner un deuxième mignon et affecter la tâche suivante à ce groupe d'utilisateurs. C'est le plus simple. J'espère que ça répond à votre question. Et sinon, l'autre possibilité, si le groupe est fixe, par exemple, eh bien l'autre possibilité, c'est d'utiliser directement les groupes qui existent sur Interop, qui vont permettre de pouvoir justement, auxquels on va de gérer les utilisateurs. Et donc, si j'édite un groupe, eh bien, je vois les différentes personnes qui sont dans ce groupe. Okay. Donc, tu as été remercié, je pense que la réponse était claire. Une question sur la personnalisation des interfaces. Oui. Donc, est-ce que l'IHM Play est-elle configurable menu fond d'écran, présentation des actions? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Globalement, à partir du moment où Interop est un outil packagé, c'est-à-dire qu'on est une solution qui n'est pas une solution sur mesure, on ne va pas faire de développement spécifique. Hein. L'objectif d'Interop, c'est de pouvoir, en 5 jours, déployer un premier processus avec vous, en 5 jours de travail et en 15 jours, 3 semaines maximum, en termes de calendrier. C'est-à-dire que si je commence à travailler avec vous aujourd'hui, d'ici au 20 juin, vous avez un processus qui tourne. On l'a encore fait chez pas mal de clients récemment, au mois de mai, sous format un peu preuve de concept, sauf que nous, la preuve de concept, une fois qu'elle est finie, donc par exemple le 20 juin, eh bien, elle est prête à être mise en production. On l'a encore fait récemment chez pas mal de clients. Donc, à partir du moment où on est sur une interface, sur un logiciel packagé, il y a certaines choses qu'on va pouvoir modifier, mais pas tout. On va globalement pas pouvoir modifier, je vais commencer par les mauvaises nouvelles, entre guillemets, on va pas pouvoir modifier globalement la structure de l'application au niveau de Play. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir, les onglets vont toujours se présenter de la même manière, et vous allez toujours avoir les différentes tâches qui vont être ici. Donc vous allez pouvoir bien entendu écarter, grossir ou réduire. Vous allez pouvoir grouper vos tâches par processus, ou les grouper par tâche, par type de tâche, ou les grouper, voilà. Vous allez pouvoir faire des groupements différents, vous allez pouvoir les trier suivant un certain ordre, ça c'est tout à fait possible. Vous allez pouvoir condenser ou ne pas condenser les différents affichages. Ça, voilà, vous allez avoir certaines fonctionnalités qui existent. Ce que vous allez pouvoir faire également, c'est modifier le logo qui est en haut pour pouvoir mettre le vôtre, et modifier la couleur du bandeau qui est à gauche pour qu'elle soit aux couleurs de votre entreprise. Ça, il n'y a aucun problème. Après, en termes de personnalisation, le haut ici des tâches n'est pas personnalisable. Ici, vous allez pouvoir en effet rajouter des procédures, de la couleur, un logo, ce que vous voulez. Donc là, typiquement, j'ai mis une image du professeur. Et dans chacune des tâches, donc si je prends une tâche avec... alors attendez, il faut que j'en trouve une. Planifier une mission, voilà, avec à gauche, à droite.
Vous allez pouvoir personnaliser ce qui s'affiche ici, donc tant en termes de fond que de forme éventuellement, avec un peu de, justement suivant les variables que vous allez utiliser, avec un peu de HTML, de CSS, ça c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Et vous allez pouvoir également venir justement sélectionner différents acteurs et faire remonter différentes personnes. Faire remonter différentes images comme je disais tout à l'heure. Mais la structure globale avec les informations à gauche et le formulaire à droite, cette structure sera conservée. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est vraiment de la customisation, de la personnalisation à certains endroits tels que ceux que je viens d'évoquer. J'espère aussi que ça a répondu à votre question. Oui. Alors, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Ça fait 42 minutes qu'on est ensemble, donc oui. On a encore 5 minutes à vous accorder. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on rentre un peu aussi dans l'aspect technique et de loin, mais on y rentre un peu. Normalement, si j'ai bien fait mon travail, à la fin du webinaire, vous aurez une petite enquête pour évaluer un peu le webinaire. N'hésitez pas à nous dire si le format technique, enfin en tout cas si l'aspect découverte du back-office vous intéresse. On essaiera de faire des événements sur ça. Nous avons déjà prévu d'autres webinaires à venir et donc ça nous permettra d'orienter ça plutôt suivant vos besoins, plutôt présenter le métier ou plutôt présenter la technique ou les deux avec un format un peu hybride comme celui-là. Le prochain que nous avons en tête devrait être probablement comme ça, en rentrant même probablement un peu plus dans la technique. Oui. Alors, si j'ai plusieurs processus, est-ce que j'ai plusieurs interfaces Play ou est-ce que c'est un par processus ou un seul avec toutes les tâches de tous mes processus? Alors, le niveau de la gestion des droits, ce que vous allez avoir, ça va être... Là, je vous ai mis qu'un seul processus ici. Mais si par exemple, je vous propose qu'on ouvre l'instance de démonstration, si vous allez ici, eh bien, je vais avoir les processus auxquels j'ai un droit d'initiation, c'est-à-dire sur lesquels j'ai le droit d'initier une demande. Donc là, par exemple, j'ai le droit de démarrer une réclamation client, j'ai le droit de démarrer une note de frais, etc., etc. Donc, au niveau de cette interface-là, vous allez toujours, à partir du moment où vous allez vous connecter sur Interop avec un login et un mot de passe, vous aurez accès à un certain nombre de process qui ont été définis comme étant des process auxquels vous devez avoir accès en initiation, en démarrage. Et ensuite, l'interface des tâches telle que je la présente ici, eh bien, ce sont uniquement les tâches pour lesquelles on attend quelque chose de vous, que ce soit uniquement vous ou vous parmi d'autres personnes lorsque c'est une tâche collaborative. Et donc, vous serez toujours sur l'interface Play, vous pourrez toujours jongler ici entre les différents onglets, mais dans les process, c'est ceux auxquels on vous a donné un droit d'initiation. Dans les tâches, c'est les tâches pour lesquelles on attend quelque chose de vous. Et il en va de même pour le suivi. C'est-à-dire que là, dans le suivi, j'avais accès, moi, à 3 tableaux de bord. Mais si je vais chez Stuart, dans son suivi, lui, il a accès qu'à un seul tableau de bord. Les autres tableaux, il n'y a pas accès parce qu'il n'a pas accès à toutes les données, étant donné que je ne lui ai pas donné ces accès. Et pour revenir sur la question de tout à l'heure, par exemple, le professeur, lui ici, il lui manque des droits de supervision parce qu'en effet, il n'a pas le droit de voir tous ces processus-là. Donc, vraiment, en termes de suivi, de tâches, de tableau de bord, vous avez accès uniquement à ce à quoi on vous a donné accès au départ, que ce soit de façon statique, c'est-à-dire en avance de phase sur le processus, ou que ce soit au cours du process, ou pour une raison X ou Y, vous avez des droits plus ou moins étendus en termes de supervision. Mais vous serez toujours sur votre interface Play avec votre login et votre mot de passe. Alors, dites-moi si... Ok. Je reprends. Ok, j'espère que ça a répondu à votre question. On en a une autre qui est intéressante. Enfin, elles sont toutes intéressantes. Un petit non, sur effectivement les choix d'interface, notamment sur l'affichage des tâches. Par rapport à la représentation des tâches, pourquoi avoir fait le choix standard de mettre les informations et le formulaire à remplir en bas et les infos plus techniques en haut, cela force un scroll. Ça, c'est un héritage, on va dire, des anciennes versions Interop. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va être refondu sur la prochaine version, oui. La refonte graphique qui est actuellement en cours, pour laquelle je n'ai pas encore de date à communiquer. Mais ça va évoluer graphiquement. Oui.
Donc Euh, typiquement, les retours que vous pouvez nous faire comme ça nous permettent, nous, de travailler avec notre responsable produit, avec les développeurs en interne chez Iterop, hein, parce que toute l'application est développée à Toulouse, enfin à Colomiers, à côté de Toulouse, et donc nous permet de justement enrichir toute la refonte graphique qui est en train d'avoir lieu pour faire en sorte de vous donner accès uniquement aux éléments auxquels vous avez besoin d'avoir accès et sans vous polluer toute l'interface. Sachant qu'après, dans certains cas, vous pouvez aussi vouloir plus d'informations, et donc c'est ce niveau-là que l'on est en train de travailler avec nos développeurs, et sur lequel il est important que l'on ait le maximum de retours. Donc vraiment, n'hésitez pas, on est friand de tous ces retours-là pour pouvoir constamment améliorer le produit de la même manière que de façon agile, vous améliorez vos processus. On essaye d'appliquer l'agilité aussi à nous-mêmes. je pense qu'on va terminer avec cette question. Quelle possibilité de représentation graphique pour les indicateurs de pilotage? Alors, pour les indicateurs de pilotage, ce que je vous propose, c'est d'aller sur l'instance de démo sur laquelle j'en ai un petit peu plus, et qui vous donnera déjà une idée un peu plus vaste. Globalement, il faut considérer que nos indicateurs de performance, au niveau de la représentation graphique, vous vous situez comme, enfin, on a à peu près le même éventail de choix que sur votre tableur un peu vert préféré, qui vous permet justement d'avoir des graphiques croisés dynamiques, donc tels que des diagrammes en barre, et si vous cliquez dessus, vous avez un filtre qui va vous permettre petit à petit de rentrer dans la donnée, hein, et d'être de plus en plus fin. Vous allez avoir des camemberts, vous allez avoir des graphiques comme celui-là, vous allez avoir des nuages de points, vous allez avoir des chiffres, des pourcentages, on peut y mettre des euros également, enfin des unités d'une manière générale. On peut avoir, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Globalement, là, on est pas mal, des barres cumulées. Ouais, globalement, tout ce qui se fait de façon classique en termes de graphique va être possible. Parfait. Merci Quentin. Avec plaisir. Euh, Merci à tous. Bah oui, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Beaucoup de questions. Merci Quentin. Un sujet voilà, qu'on a beaucoup aimé préparer aussi. Donc Oui. N'hésitez pas, quand là je mettrai fin à l'événement, à voilà, nous dire ce que vous en avez pensé. Et logiquement, si tout se passe bien, on devrait avoir un webinaire par mois jusqu'au mois de septembre, si tout va bien. Donc, voilà. Restez attentifs à vos emails. Exactement. Et on essaiera de rester sur ce format en mêlant un peu de métier, un peu de technique, et d'être le plus générique possible, donc probablement au travers de quelques nouvelles histoires. Voilà. Bon, bah merci à tous et on vous souhaite une excellente journée. Merci, bonne journée à tous.